Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, monsieur le professeur Iba Der Thiam, monsieur le professeur Malick Ndiaye, avec qui nous participons à cette table ronde sur l'œuvre de Thierno Souleymane Baal, célébrant le 240e anniversaire de la révolution Torodo. Donc, je voulais saluer l'ensemble de l'assistance en leur nom, titres et qualités. Je devrais dire que ce n'est pas le recteur de l'université Cheikh Anta Diop qui vous parle, c'est plutôt l'historien Ibrahima Thioub qui vous parle. Cette précision me semble importante. Et c'est à ce titre que j'interviens à cette table ronde. Je ne suis pas un spécialiste à proprement parler de la révolution Torodo, mais je l'ai rencontré dans le cadre de mes recherches sur les traites esclavagistes et particulièrement la traite atlantique, et dans le cadre de mes recherches sur l'esclavage. Donc, je fais bien une distinction entre la traite des esclaves, je préfère même le terme de traite des captifs. Je fais donc la distinction entre la traite des captifs et l'esclavage. L'esclavage en tant que régime socio-économique connu de toutes les sociétés, en tout cas de la plupart des sociétés humaines qui existent, qui est différent de la traite qui est le commerce des captifs. Et au moment où ils sont commercialisés, ils ne sont pas encore des esclaves, ce sont juste des captifs. Et ils font un long processus pour qu'ils deviennent des esclaves. Cette précision est très importante quand on aborde cette période-là, qui est la période du XVIIIe siècle. L'œuvre de Thierno Souleymane Baal et du mouvement Torodo s'inscrit dans le contexte de la seconde moitié du XIXe siècle, du XVIIIe siècle. Et en l'inscrivant dans ce concept, dans ce contexte, on arrive vraiment à comprendre cette œuvre. La seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le moment où, dans l'ensemble de l'Afrique atlantique, on atteint l'apogée, le pic extrême de la traite atlantique, de l'ouverture extrêmement forte des sociétés sénégambiennes à l'économie de l'Atlantique avec ses conséquences sociales et politiques, qui arrivent en profondeur dans le continent et qui a ses effets jusque sur la boucle du Niger, voire même au sud, qui se connecte jusque sur l'océan Indien. La traite qui a démarré déjà au XVe siècle, ça fait maintenant presque plus de 2 siècles et demi qu'on est dans ce système, qui est particulièrement rodé. Et ici, il faut préciser que cette traite a complètement modifié la géographie politique de l'espace de la Sénégambie. On a une nouvelle territorialité. Quand on regarde la territorialité politique de la région à cette époque, on n'est plus dans les grands empires
qui se sont constitués à l'occasion de la traite, de l'ouverture du commerce transsaharien. Au commerce transsaharien avaient correspondu de très grands empires. Mais l'ouverture de l'Atlantique provoque un morcellement, une atomisation de l'espace politique, et chaque souveraineté qui se met en place cherche une connexion au commerce atlantique. Quand vous le regardez, tous les États côtiers forment des sortes de bandes de tout petits territoires, mais qui ont leur force parce que connectés à l'Atlantique. Et quand c'est à l'intérieur du continent, ces monarchies se connectent à l'Atlantique par l'intermédiaire des cours d'eau que sont les fleuves. Ce sont ce qu'on a appelé les régimes tièdo, qui se constituent à la faveur de la traite après l'éclatement, pour ce qui est de la Sénégambie Nord, de l'éclatement du Jolof. Ce qui fait la puissance de ces États, c'est leur connexion à l'Atlantique. Et cette connexion, la principale activité économique, c'est le commerce des captifs. Que ces États bien organisés, sous des formes bien connues, assurent la capture des esclaves, des captifs. Comme j'ai dit, je préfère le mot captif ici, on pourrait en discuter, pour les amener sur la côte. Et du haut fleuve Sénégal, vous avez des captifs qui descendent en passant obligatoirement par la moyenne vallée. Participation des Maures également fractionnée. C'est de tout petits États, c'est l'atomisation politique qui est la caractéristique. Dans ce contexte, le Fouta a la particularité d'être un État relativement vaste, articulé à ce commerce atlantique par le fleuve, par la vallée du fleuve, par lequel remontent les bateaux qui viennent du Ngalam et qui arrivent sur Saint-Louis remplis de captifs. Le régime des Nyanké participe à cette économie, le régime du Kayor, du Walo, du Bawol, du Sine comme du Saloum. Ces régimes tièdo atteignent un niveau de puissance extrêmement élevé, mais ils sont très fortement dépendants des compagnies de commerce qui ont installé des enclaves sur l'ensemble de l'Atlantique avec des comptoirs de commerce tout le long de la côte. Et là, on a un système assez huilé parce que inscrit sur la longue durée, de plus de 2 siècles et demi. Ceux qui sont les victimes des razzias organisées par les États ou organisées par des groupes au sein des États ont développé des capacités de résistance, d'adaptation à ce contexte de violence. Les régimes également qui se mettent en place se sont complètement accommodés, se sont complètement adaptés à l'économie de l'Atlantique. Et donc, c'est ce système-là qui atteint son apogée au XVIIIe siècle, soumettant les populations, les subalternes, pas l'ensemble des populations, mais particulièrement les subalternes, en particulier les populations rurales, à une pression extrêmement forte, basée exclusivement sur la violence. Ce sont des régimes qui, au XVIIIe siècle, sont extrêmement puissants. Même si, dès cette époque, le divorce qu'il y a entre la population, entre le peuple et ces régimes politiques est déjà assez prononcé et va porter leur dégénérescence qui atteint un niveau optimum au XIXe siècle. Et que la colonisation va achever. Et même les autres régimes djihadistes du XIXe siècle n'ont aucune difficulté à les balayer. On voit Maba Diakhou, qui a été étudié par le professeur Iba Der Thiam au XIXe siècle, en quelques 2 mois, partant de la Gambie, écrase tous les régimes qui sont en place et arrive très rapidement au Jolof, ce qui nous montre le niveau de dégénérescence des régimes politiques tièdo qui ont participé à la traite à cette époque-là, mais qui restent très puissants au XVIIIe siècle. C'est contre ce régime, en rapport avec la domination maure sur le fleuve, que s'insurge le parti Torodo. Mais là, il est important de signaler une certaine continuité historique
dans la lutte contre la traite sous la bannière de l'islam. Déjà au XVIIe siècle, en 1673, jusqu'en 1677, s'est développé un mouvement connu sous le nom de mouvement Toubnan, dirigé par Nasr al-Din, quasiment un siècle avant Thierno Souleymane Baal, et qui arrive à défaire les régimes tièddo en mobilisant les populations autour de la lutte contre la consommation de l'alcool qui était le fuel de la traite des esclaves. Le régime des Bourdioulites, rois musulmans, qui défait la plupart des régimes tièddo, instaure un nouveau régime mais qui va durer 4 ans et qui est défait par une coalition des régimes tièddo avec Saint-Louis et les compagnies de commerce. On a énormément de sources sur cette première révolution musulmane qui est défaite. Et à l'issue de cette défaite, se met en place quelque chose de très important, ce que j'appelle les réseaux propédeutiques musulmans en Sénégambie, qui sont installés du Fouta Djallon jusqu'en pays maure, qui développent une éducation avec des foyers religieux entre lesquels circulent les talibés qui sont comme des étudiants ou des assistants des professeurs et qui vont chercher le savoir suivant les spécialités qui sont développées à tel ou tel endroit. Cela a une conséquence extrêmement importante parce qu'il met en place une solidarité islamique, met en place un système transethnique. Les talibés qui circulent vont en pays wolof à Pire, vont au Fouta Djallon, ils parlent plusieurs langues et au moment où ils déclenchent les révolutions du XVIIIe siècle, on a une solidarité islamique extrêmement importante. D'où l'importance du fait que les leaders de la révolution Torodo ont été en partie éduqués au Cayor et ailleurs en Sénégambie. Ça, c'est extrêmement important et c'est le résultat de la défaite de Nasr al-Din. Certains de ses partisans sont exportés vers le Mississippi. Ceux qui échappent arrivent à s'étendre dans toute la région et à mettre un réseau dense d'écoles. Et ce sont ceux qui ont été éduqués dans ces écoles qui vont poser le débat dans le Fouta, un débat public qui délégitimise le pouvoir d'Enyanké du point de vue idéologique. Dans un débat public, le régime d'Enyanké est défait. Mais la défaite idéologique ne suffit pas, il faut les défaire politiquement. Il faut les défaire militairement. Et pour cela, ça a été évoqué dans le film, je crois que c'est le professeur Sall qui en parle, le fait de faire éclater la coalition au pouvoir et d'arriver à enlever les CB va être un moment décisif sur le plan politique et militaire qui permet la victoire de 1776. Ce n'est pas la seule révolution de 1776 ou du XVIIIe siècle. On a un ensemble de révolutions au niveau de l'Atlantique, de l'ensemble de l'Atlantique. Au moment où au Fouta, on a une révolution, l'Amérique est en révolution au même moment. Et les deux révolutions, nous ne l'avons pas suffisamment étudiées, mais il faudrait penser à leur connexion. Puisque si Nasr al-Din a été défait au XVIIe siècle, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de la colonie française, du comptoir français de Saint-Louis. Mais au moment de la révolution américaine, l'armée française est mobilisée en Amérique. Et je pense que c'est une connexion qu'il faudrait également approfondir. C'est l'échec de l'exportation de la révolution. La révolution a essayé de s'étendre à l'ensemble des États de la Sénégambie, mais cela n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les monarchies tièddo, surtout en pays wolof, restaient encore très puissants parce qu'elles avaient réussi à intégrer des pans entiers de l'islam au sein de leur pouvoir. Quand vous regardez dans le Cayor, il y a des représentants musulmans dans le conseil qui élit le Damel. Il en est de même au Baol et il dispose de fiefs, donc on a une intégration qui élargit la base du pouvoir
un pays wolof à l'islam, ce qui rend difficile la même révolution qui est survenue au Fouta qu'on puisse l'avoir au niveau du Cayor, ce qui fait que l'exportation de la révolution du Cayor s'est heurtée encore à la puissance des États tiers-d'eau qui, au XVIIIe siècle, du fait de leur connexion encore forte avec l'Atlantique, disposent des ressources pour vaincre l'exportation de la révolution. C'est une des limites de cette révolution à l'échelle de la Sénégambie. Mais les musulmans du Cayor, du Bawol, du Jolof comme du Waalo ont réussi à contribuer très vigoureusement en héritant de ces révolutions, telles que Maba Diakhou et El Hadji Omar en feront la démonstration au XIXe siècle. Deuxième limite que je vois dans ce processus, c'est que le parti Torodo n'est pas une caste au départ. C'est le parti des musulmans. Et les musulmans ne font pas de distinction entre un cordonnier, un forgeron ou un boiselier. On est musulman et c'est sur cette base qu'on entre dans le parti Torodo. Mais une fois qu'on a accédé au pouvoir, le contrôle du pouvoir et les enjeux économiques, les enjeux sociaux et politiques ont fait que le parti s'est cristallisé pour épouser le modèle de hiérarchie sociale dans le Fouta et se positionner au sommet pour se refermer sur lui-même. Je crois que ça, c'est une limite, et une limite qui était, je crois, perçue par l'Almami du Fouta qui était Thierno Souleymane Baal. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas voulu exercer le pouvoir pour rester un combattant est un bon signe qu'il voulait garder cette utopie égalitariste du pouvoir. Et ça a été une des limites de la révolution. Le fait que le groupe Torodo s'est cristallisé en une caste, alors qu'au départ, c'est un parti politique ouvert à l'ensemble, recrutant ses membres dans l'ensemble de la société. Et c'est cette limite-là qui va entraîner le fait que la révolution n'a pas aboli l'esclavage au Fouta. La révolution a aboli le trafic des esclaves, des captifs. La traite des esclaves a été abolie par la révolution, mais la révolution n'est pas allée jusqu'au bout, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, qui a continué au Fouta et qui donne encore des séquelles aujourd'hui, dont on voit parfois les conséquences malheureuses, y compris dans nos débats politiques qu'on a vécu il n'y a pas longtemps sur cette question. Je pense que nous n'avons pas suffisamment digéré et réfléchi cette utopie égalitariste qui était portée par la révolution, surtout au moment où il était le parti musulman. Je pense que c'est extrêmement important de le penser. Donc ce sont là, je pense, deux limites. L'exportation de la révolution, l'utopie égalitariste qui n'a pas réussi à casser les castes et à abolir définitivement l'esclavage. Je vous remercie de votre attention.